Salut tout le monde, bienvenue dans Double Team, un nouvel épisode aujourd'hui où on prend le temps de revenir sur la carrière d'un joueur. Et aujourd'hui on s'attaque à un gros morceau, on s'attaque à Larry Bird, peut-être l'un des plus grands joueurs de l'histoire de la NBA. Et pour en parler, il me fallait l'un des plus grands chroniqueurs de l'histoire de First Team quand même. Oh, carrément. Il n'y en a pas eu autant qu'en NBA, mais c'est ça, il y a moins de mais t'en fais partie. Ok, bah c'est très bien. Il y a Théo qui est là. Ça va Théo? Ça va très bien Tom, trop content d'être là et trop content de parler de Larry Bird, qui est vraiment un de mes joueurs préférés. Ouais, t'étais venu faire D-Rose avec nous. C'est disponible évidemment sur YouTube, dans toute la playlist Double Team, et on s'était régalé sur D-Rose. Là, on va parler d'un mec qui a encore un plus gros palmarès. Ouais, en même temps, il n'a pas de palmarès. D-Rose. Donc, MVP, ça, MVP, oui. Il a un palmarès individuel, ouais, voilà. On va dire. Il a un palmarès collectif un peu plus épais. Larry Bird, t'es pas venu les mains vides puisque vous sortez avec Rivers un jeu pour cet été qui est très cool. Un tu préfères. Parle-moi un peu de ça. Ouais, bah exactement. Bah c'est tu sais le jeu un peu absurde des tu préfères. On adore nous. Voilà, exactement. Donc c'est un jeu qui est parfait pour l'apéro ou entre potes sur les longs trajets, avec des questions parfois pertinentes, parfois absurdes, parfois insolubles. Vraiment, donc voilà, c'est un jeu sur lequel on a bossé avec l'équipe et qu'on est ravi de sortir maintenant avec des cartes, on l'espère plutôt sympa, où on s'est aussi bien pris la tête sur l'aspect visuel. Ouais, c'est des très belles cartes. Je sais pas si on voit. Tiens, je t'en fais un. Ça tombe bien, c'est sur les Celtics. Alors, tu préfères te faire dessus devant tout le monde comme Paul Pierce, pas simple, ou te faire une infâme fracture de la cheville façon Edward? Ah, ça c'est très très dur. La fracture de Gordon, les deux je m'en rappelle comme si c'était hier, franchement du choc. Pas simple. Écoute, allez, je vais prendre. Je pensais pas que j'aurais pris ça, mais je vais prendre Paul Pierce, qui est revenu quand même dans ce match-là. Il était incroyable, donc au point presque de faire oublier sa sortie. Donc je vais prendre ça. En tout cas, c'est disponible si vous voulez vous régaler pendant les apéros. Bon, on commence cet épisode sur Larry Bird. Larry Bird, évidemment, palmarès immense, on l'a dit, immense joueur. C'est quoi la première image qui te revient de Larry Bird, toi? Alors, ce qui est paradoxal, c'est que la première image forte dont je me rappelle de Larry Bird, c'est lui allongé au bord du terrain avec la Dream Team en 92, ouais. Donc sur la toute fin de sa carrière. Et c'est la première image marquante, même si je l'avais vu un petit peu jouer avant. C'est l'image qui me vient en tête. Et à l'époque, ce qui est très dur, c'est quand on a mon âge, c'est que j'avais l'impression que c'était un vieil homme, voire un vieillard, ouais. Alors qu'il était éminemment plus jeune que moi aujourd'hui. Donc c'est ça la première image qui me revient en tête. C'est fou. Ouais. Moi, là, le premier truc qui me revient quand tu te refais, vu que j'ai pas vécu évidemment la période de Larry Bird, toi non plus, quand tu te refais ça, il y a tout ce côté trash talk. Et c'est vrai que Michael Jordan le disait, pour lui c'est le plus grand trash talker de l'histoire, Larry Bird. Et c'est vrai qu'on va en parler dans cette émission, mais il y a des phrases assez mythiques. Et donc quand t'es très fort et qu'en plus t'as la boca, ça donne Larry Legend, hein, finalement. Donc aujourd'hui on va prendre le temps donc de se refaire toute la carrière de Larry Bird. Allez, c'est parti. Larry Bird naît donc le 7 décembre 1956. Ça commence à remonter. Il grandit dans l'Indiana, évidemment à French Lick. À French Lick, une petite ville de campagne où 98% des gens qui naissent là-bas deviennent fermiers. Stade de l'INSEE, assez incroyable. Il grandit à la campagne, dans un environnement très modeste. Il a 5 frères et sœurs. On est vraiment sur de la pauvreté ordinaire des États-Unis de l'époque. Et puis il y a ce contexte aussi parental qui est très compliqué, notamment vis-à-vis de son père, qui est un ancien de l'armée et qui a fait la guerre en Corée. Ouais, exactement. Il y a une chose qui était tabou à l'époque. On parlait pas de dépression, on parlait pas de stress post-traumatique, etc. Mais clairement, manifestement, le père de Larry Bird souffrait de ça. Tu l'as dit, il a grandi dans des conditions vraiment très modestes, très dures. Et avec son père, il y a surtout cet épisode hyper marquant pour lui, ce père qui se suicide, et c'est Larry Bird qui découvre son corps. Et ça, c'est un événement, on le sent au travers de ses autobiographies, qui forcément l'a marqué extrêmement profondément. Ouais, évidemment, dans tous les doubles teams, c'est récurrent, les meilleurs joueurs NBA ont eu des enfances difficiles, ils se sont réfugiés dans le basket, et c'est le basket souvent qui a été leur échappatoire. Ça va être le cas évidemment pour Larry Bird, parce que évidemment French Lick est une ville de 2000 habitants, mais dans la ville et l'état de l'Indiana en général, le basket lycéen c'est presque une religion. La salle du lycée, elle peut accueillir 2700 personnes. Et en fait, quand Larry Bird y arrive et quand l'équipe commence à gagner, en fait, la salle, elle devient trop petite. Donc, c'est assez incroyable ce qui s'y passe. Larry Bird, il va se révéler au basket, il va grandir déjà. Il va passer d'1m91 à 2m01 en à peine 2 ans. Et on parle d'un gars qui, au lycée, était à plus de 30 points de moyenne. En fait, directement, on se rend compte que c'est un phénomène, Larry Bird. C'est ça, c'est un phénomène de talent et c'est un phénomène de travail déjà à l'époque. C'est-à-dire qu'il n'a cessé de le dire tout au long de sa carrière. Il n'hésitait pas à prendre son ballon tout seul, aller shooter, s'entraîner même tout seul, quelles que soient les circonstances. Et tu l'as dit,
d'Indiana, c'est pas un état comme les autres pour le basket, c'est vraiment, t'as dit le terme, c'est la religion. Ouais. Et Larry Bird qui perce dans ce milieu-là, dans un endroit où à l'époque le basket amateur est bien plus populaire que le basket professionnel. Ouais, c'est ouf, hein. Et donc c'est un petit peu l'élu des dieux, en tout cas pour l'état de l'Indiana. Ça fait que sa cote de popularité et sa renommée prend tout de suite des proportions incroyables. Mais ça, c'est vrai qu'on a du mal à s'en rendre compte, mais le basket universitaire est plus regardé à la télévision à l'époque que la NBA. Et c'est Larry Bird, notamment Magic Johnson, qui vont amener un peu cette hype de la NBA. Tu parlais du côté bosseur, et il disait que tous les matins, avant d'aller au lycée, il shootait 200 fois. 200 fois, donc imaginez un peu le temps que ça prend. Donc tu dois te lever un peu plus tôt. Donc après sa grosse saison au lycée, il va être repéré par la plus grande université de son état, qui est Indiana University, avec Bobby Knight en personne qui le recrute. Larry Bird, il débarque là-bas, il voit le campus immense, il voit les étudiants riches, la fête, la mode, et ça va pas lui plaire en fait tout ça. Il va limite faire une dépression quand il va arriver là-bas, il va repartir chez lui. C'est ça exactement, et ça c'est assez incroyable parce qu'effectivement, tu l'as dit, la fac d'Indiana à l'époque, c'est monstrueux en fait en termes de renommée au sein de l'État. Tu peux pas faire mieux, limite. Encore une fois, le basket professionnel, c'est en dehors. Et il part là-bas et très vite, avant même le début de la saison, il voit qu'il trouve pas sa place, qu'il y a trop de monde, et il fait le choix assez incroyable de rentrer chez lui, de s'inscrire dans une fac, locale, et même de faire des petits boulots, quoi. C'est pour ça que la légende dit qu'il a bossé à la voirie, ce qui est vrai, il a bossé un moment à la voirie qu'il a été éboueur aussi. Voilà. Il a été... Ah bah oui, c'est ça la voirie, je suis complètement... Pour moi, la voirie, c'était la signalisation sur les routes. D'accord, ça peut aussi. Hein. Ouais, il a été éboueur aussi. Voilà. Non, il a été éboueur. Donc c'est vrai qu'il revient, il dit en fait, je suis juste un gamin de French Lick. Larry Bird va donc revenir, faire des petits boulots, et c'est là, sa mère va lui dire, il faut que tu te remettes au basket. T'es trop talentueux pour ça, tes mains sont pas faites pour être éboueur. Et du coup, il va aller dans une autre fac, c'est Indiana State. Et c'est vrai que c'est assez fou de se dire que Larry Bird n'est pas passé par Indiana University. Exactement, parce qu'Indiana State, c'est à taille plus humaine, en tout cas dans l'idée de Larry Bird, donc il s'y sent mieux. Et tout de suite, l'équipe décolle immédiatement, et il fait un parcours qui est assez phénoménal et qui se termine même par sa dernière saison. Ils sont invaincus jusqu'au match de finale. Il tourne en 76-77 à 32,8 points, 13,3 rebonds, 4 passes de moyenne à 54% au tir. C'est avec l'horloge des 30 secondes. Avec l'horloge des 30 secondes. Et pas de ligne à 3 points. Ouais. Exceptionnel du coup de mettre autant de points, et ça va continuer pareil pour Larry Bird les 2 saisons suivantes. Il va être élu dans la All-American First Team 2 fois, et le vrai tournant de sa carrière, il arrive lors de sa dernière saison, déjà parce que les Celtics le draftent. On est en 1978 et ça c'est fou, en 6e position, mais il viendra pas tout de suite. Et c'est vrai que cette histoire elle est un peu particulière, peut-être que tu veux l'expliquer, mais il est drafté mais il va rester encore à la fac. En fait, il y a un coup de pari incroyable de Red Auerbach, le boss des Celtics à l'époque. Et on revient en fait à cette saison la saison que Larry Bird a décidé de ne pas jouer quand il est revenu chez lui. Ça fait que finalement, selon les règles de l'époque, tu peux être drafté au moment où ta classe universitaire arrive au terme de son cursus. Et le fait d'être parti un an, ça fait que finalement, la classe dont Larry Bird fait partie arrive au bout de son cursus un an avant lui, puisque finalement, il lui reste encore une année d'éligibilité pour jouer au basket. Et il se trouve que cette année-là, en 78, les Celtics sont 2 premiers tours de draft, très bien placés, le 6 et le 8. Ouais. Et ils se disent, Red Auerbach se dit, ça vaut le coup, on tente un pari. Donc, ils prennent Larry Bird avec le numéro 6, sachant qu'il y a quand même un risque pour les Celtics, parce que si derrière, Larry Bird n'a pas signé son contrat pro avant la draft suivante, ils perdent leurs droits et Larry Bird peut à nouveau se présenter à la draft et certainement être premier ou deuxième choix de draft. Un pic que les Celtics n'auraient pas eu. Donc, il y a ce coup de poker quand même et ce coup visionnaire de Red Auerbach qui a permis aux Celtics de récupérer Larry Bird. Et souvent, c'est ça, de toute manière, c'est sentir les coups, et pour le coup, les Celtics le font très bien. Larry Bird, il fait bien de rester lui aussi à la fac, puisqu'il va écrire l'histoire. Joueur de l'année NCAA, 33-0 le bilan d'Indiana State sur cette saison-là, et ça va les emmener évidemment jusqu'au Final Four. En demi-finale, il est face à DePaul, il réussit 16 de ses 19 tirs, donc assez exceptionnel. Et puis en finale, c'est la fameuse finale face à Michigan State et un certain Magic Johnson. Voilà, c'est la finale que tout le monde attendait, parce que c'est vrai que à l'époque, c'est vrai qu'aujourd'hui on a du mal
encore une fois, à se rendre compte qu'à l'époque, le basket universitaire et le Final Four, c'est le seul événement sportif qui peut rivaliser avec le Super Bowl. On est très très loin au-delà de tout ce que la NBA peut proposer à l'époque. Et donc il y a cette hype énorme avec ce face-à-face entre Larry Bird et Magic Johnson, deux joueurs qui sont atypiques, deux joueurs dont on sent qu'ils vont être générationnels, qui sont amenés à changer la donne et la manière dont le basket se joue. Et il y a cette finale, cette première rencontre au sommet pour ces deux joueurs qui se sont observés à distance, ils se sont croisés sur des rassemblements, de ce genre de choses. Mais là, c'est leur première vraie confrontation. 40 millions de téléspectateurs pour la finale NCAA, c'est encore aujourd'hui le record pour un match de basket, tout simplement aux États-Unis, à une époque où on lisait la hype était à l'université, puisque la NBA était même diffusée en différé à 23h du code heure évidemment américaine, tellement il n'y avait pas de hype. Tant que tu commençais à en parler du match, c'est Michigan State qui va le remporter avec Magic, qui défend d'ailleurs sur Larry Bird et qui défend bien. Lui, il jouait avec un pouce cassé. Il le dit après la finale, il finit à 7 sur 21 au tir et ça va commencer à faire naître une rivalité légendaire, peut-être la plus grande rivalité de tous les temps finalement. Je pense que c'est en tout cas de l'ère moderne, clairement. C'est celle à laquelle on se réfère systématiquement. Toujours. Dès qu'une nouvelle rivalité est en train d'émerger, c'est le premier duo qui sort. Puis il y a des photos iconiques évidemment avec Magic le côté Lakers et Larry Bird côté Celtics. Après donc ce tournoi, les négociations commencent avec Boston et il signe finalement un contrat de 5 ans et 3 millions de dollars, ce qui fait de lui alors à l'époque le rookie le mieux payé de l'histoire. Donc, tout sport confondu. Donc à l'époque c'est le plus gros contrat pour n'importe quel rookie. 3 millions sur 5 ans. Et ce qui est intéressant, c'est que son agent a dû négocier fort parce que Red Auerbach se disait mais je vais pas payer plus cher un rookie que l'un des joueurs pro qui est déjà dans notre équipe. Et il y avait quand même toujours cette crainte de se dire si jamais le contrat est pas signé, il peut repartir à la draft. Et finalement, Larry Bird a eu gain de cause et les Celtics ont très bien fait de lui lâcher ce contrat. Donc Larry Bird obtient son premier contrat. Cette rivalité avec Magic Johnson naît aussi à ce moment-là. On rappelle aussi que cette rivalité, ça dépasse simplement le basket. C'est si t'es fan de Larry Bird, souvent t'es blanc, si t'es fan de Magic Johnson, souvent t'es noir. Et c'est vrai que c'est pour ça peut-être que cette rivalité est autant ancrée dans l'histoire finalement. Clairement, il y a ce courant de fond aux États-Unis dans une société qui est encore aujourd'hui très divisé, mais à l'époque encore plus. Mais ce qui est intéressant, c'est que très vite, on se rend compte que les deux joueurs ont dépassé tout ça et que des fans de basket noir pouvaient aimer malgré tout Larry Bird et respecter son jeu. Même chose pour Magic Johnson, parce qu'à un moment, en fait, le talent des deux était tellement éclatant que tu pouvais, si t'aimais le basket, si t'aimais le sport, c'était impossible quand même de camper uniquement sur ses positions. On est en 1979 et Larry Bird débarque en NBA. Il débarque donc pour la saison 79-80. Il débarque dans une époque où Boston est un peu dans le dur. Ils viennent d'enchaîner 2 saisons où ils font 32 victoires puis 29 victoires. Autant dire qu'il arrive un peu à point nommé. Et son impact, il est immédiat puisqu'ils font plus 32 victoires dès sa saison rookie. Les rookies de l'année avec plus de 21 points, 10 rebonds et plus de 4 passes. Il est aussi All-Star, All-NBA First Team et 4e au vote du MVP. En fait, peut-être l'une des plus grandes saisons rookies de l'histoire. Complètement. Et ce qui est assez marrant, c'est qu'encore une fois, à l'époque, il n'y a pas d'image, en fait. Donc, même ses coéquipiers, ils entendent parler de Larry Bird, il y a cette hype, ils savent qu'il va être le mieux payé de l'histoire. Et donc, ils sont plusieurs à raconter ces anecdotes des premiers entraînements où, en gros, ils disent, non, mais ce mec-là, il peut pas être aussi fort que ça. C'est bon, quoi. Et au bout du compte, très vite, au sein de l'équipe, il s'impose. Une équipe qui est quand même légendaire et qui a déjà c'est pas rien de s'imposer aux Celtics. C'est pas donné à tout le monde. Et très vite, en fait, il gagne ses galons parce que, comme Magic, finalement, on est obligé de faire un petit peu toujours le parallèle. C'est ce joueur extrêmement fort, mais qui a besoin d'un collectif, qui a besoin d'être fondu dans un collectif, et il trouve comment se faire sa place et comment aider cette équipe de Boston tout de suite, pas simplement à ce que lui puisse se mettre en avant, mais il aide cette équipe tout de suite à gagner des matchs, et immédiatement on se rend compte que ça va être un grand joueur. On peut parler d'ailleurs un peu du profil du joueur. Il fait 2m06, donc pour l'époque c'est des intérieurs un peu maladroits, hein. Normalement quand tu fais 2m06 en 1979, lui il faisait tout. Il passait comme un meneur, il avait un vrai sens du rebond, il était évidemment très adroit à 2 et à 3 points plus tard. Donc c'est vraiment un profil exceptionnel et un profil, on a l'impression qu'il aurait pu jouer à toutes les époques aussi.
Je te rejoins complètement parce que toujours on dit Larry Bird il n'était pas explosif, il n'était pas athlétique et dans un de ses bouquins, dans Drive d'ailleurs, il revient déjà là-dessus sur de quoi on parle quand on parle de qualité athlétique. Et c'est vrai que globalement on parle d'explosivité, on parle de vitesse et on oublie un peu tout le reste. On oublie la coordination œil-main, on oublie le sens de l'anticipation, on oublie la capacité à déplacer son poids d'un appui sur l'autre de manière à tromper un défenseur. Et ça, Larry Bird il le fait à merveille. Et quand je revois des highlights de lui, j'ai aucun doute sur le fait qu'il aurait été dominateur aujourd'hui. Et d'ailleurs, c'est assez drôle de se dire que, par exemple, quand tu regardes un joueur comme Luka Doncic, comme Nikola Jokic ou comme Shai Gilgeous-Alexander, c'est pas des joueurs qui sont particulièrement explosifs ou rapides, en fait. C'est des joueurs qui ont un contrôle du corps hors norme, un sens de l'anticipation, un sens du jeu et du talent plein les mains. Et Larry Bird, il était là-dedans. Aujourd'hui, il aurait été exceptionnel. Il avait aussi un QI basket supérieur, hein, comme l'avait aussi Magic Johnson. C'est Michael Cooper, l'un des meilleurs défenseurs de l'époque des Lakers, qui disait que c'était le joueur le plus dur à défendre de l'histoire. Les Celtics, ils iront en finale de conf. Ils perdront face à Julius Erving, mais le message est envoyé. Les Celtics sont de retour, ça y est, à cette époque-là. Et en même temps, il y a une grosse intersaison des Celtics. On parle de Robert Parrish qui arrive. Ils draftent Kevin McHale aussi en même temps. Et du coup, ça forme l'un des plus grands fronts de cours de l'histoire de ce sport, finalement. C'est ça, et un des meilleurs Big Three, finalement, historiques auxquels on puisse penser. Et ce qui est sympa aussi c'est que ces trois-là sont restés. Alors, Robert Parrish a changé d'équipe sur la fin, mais ils ont fait le gros de leur parcours, de leur grande saison, ils les ont fait ensemble. En saison régulière, Bird, il tourne à 21 points, 11 rebonds, 5 passes de moyenne. Il est encore deuxième au MVP, toujours pas de trophée de MVP. Et le run jusqu'au titre est pas simple. Ils sont menés 3 face aux 76ers. Les Celtics renversent la série avant de taper les Rockets de Moses Malone en finale. Bird ne sera pas MVP des finales. Ouais, c'est assez fou, c'est Cedric Maxwell. Ouais, c'est ça. Alors après, c'est vrai que c'était pas non plus la même vision du basket à l'époque. Ouais. Cedric Maxwell termine meilleur scoreur, il me semble, des Celtics sur la série, avec de meilleurs pourcentages. Mais par contre, quand on regarde un petit peu le reste de ce que générait Larry Bird, si à l'époque il y avait eu les stats analytics, par exemple, on se serait rendu compte que c'était malgré tout le cœur de l'équipe. Alors je retiens rien à Cedric Maxwell qui a été MVP, mais voilà, je pense que c'était bien plus proche qu'on ne peut s'en souvenir. Mais c'est bien, ça corse un peu les quiz, ça, souvent, sur les MVP des finales. Derrière Larry Bird, finalement, il mettra quelques années à devenir officiellement le meilleur joueur de la ligue, puisque Moses Malone va prendre le MVP en 82, en 83. Collectivement aussi, ils vont mettre un peu de temps à reprendre un titre. On parle de quelques années. Et ça va pas lui plaire à Larry Bird. Et Larry Bird va devenir Larry Legends les années suivantes. Gagner un MVP, Théo, c'est dur. On confirme. C'est pas simple. En gagner 2, c'est dur. Très dur. Alors en gagner 3 de suite, je pense que ça appartient à des joueurs d'une autre caste finalement. Ils sont que 3 de toute façon. Il y a lui, Bill Russell et Will Chamberlain. C'est les 3 seuls qui l'ont fait. Et d'ailleurs, on voit bien à quel point... Et Jokic aurait pu le faire. Ouais, mais j'allais y venir parce qu'on sent bien que dès qu'un joueur arrive à en avoir 2 de suite maintenant, il y a la question qui vient sur la 3e année, mais est-ce qu'on veut vraiment les mettre dans cette catégorie ? Je me rappelle qu'à un moment où Steve Nash, finalement, sur sa 3e saison, après en avoir gagné 2, était très bien parti et les votants ont décidé que ça faisait trop. Pour Nikola Jokic, c'est sûr et certain que c'est rentré un petit peu dans l'équation. Donc voilà, appartenir à cette case, c'est vraiment quelque chose à part. Il va devenir le meilleur joueur de la ligue à ce moment-là. Il va devenir le plus grand joueur blanc de l'histoire aussi. Mine de rien, à ce moment-là, il prend un peu ce titre de meilleur joueur blanc de l'histoire. Il va être donc 3 fois MVP, il va gagner 2 fois le titre avec les Celtics aussi sous les ordres de Casey Jones. Tu disais meilleur joueur, je pense que ce qu'on ne mesure pas pour Larry Bird, c'est qu'à l'époque on parle de lui comme du meilleur joueur de tous les temps. Ouais. Quand il est sur ses 3 titres de MVP de suite, il y a vraiment cette question qui se pose, alors que la question du GOAT, elle n'est pas du tout omniprésente comme aujourd'hui, mais malgré tout, on se pose cette question, et effectivement, les duels avec Magic, c'est pour ça que c'est très dur de parler de l'un sans parler de l'autre, parce que j'ai le sentiment qu'ils ont bâti leur légende respective en s'affrontant par leur confrontation, parce que c'est ces 2 talents extraordinaires, que c'est ces 2 franchises qui sont chacune à une côte, avec ces palmarès rutilants, et oui, voilà, encore une fois, quand c'est pas un hasard si aujourd'hui encore Lakers Celtics ça reste une rivalité un petit peu à part, même quelles que soient les années, quels que soient les effectifs même. Il y a la finale 84 donc où il arrive en tant que MVP en titre face à Magic. Il va tourner à 27,4 points, 14 rebonds, 3 passes. Elle va en 7 matchs cette série. C'est évidemment les Celtics qui la prennent en 84. La saison suivante, évidemment, la rivalité continue. Les Lakers et les Celtics se retrouvent en finale.
finale, les Lakers sont revanchards et pourtant il va y avoir ce qu'on appelle le Memorial Day massacre. Au massacre. Tu vois, je parle vraiment très très mal lors du game 1 parce que les Lakers arrivent revanchards, mais en fait ils vont se faire dérouler par les Celtics. Ça se finit en 148-114 avec plus de 60% de réussite au tir pour les Celtics. Finalement, ces finales vont tourner en faveur des Lakers qui vont se réveiller et gagner la série 4-2. C'est pas Magic, mais c'est Kareem Abdul-Jabbar qui va être MVP de ces finales. Ouais, Kareem, incroyable de longévité et de qualité. Et c'est un joueur pour lequel Bird a toujours eu le plus grand respect. D'ailleurs, c'est marrant parce que tu vois, je refeuilletais son bouquin Drive, qui est vraiment passionnant d'ailleurs, hein, pour ceux qui veulent en savoir plus sur Larry Bird. Et à la fin, il y a des petites des notes. Finalement, c'est son sentiment sur différentes choses. Il parle les salles dans lesquelles il a préféré jouer, etc. Et à un moment, il parle des adversaires. Et il parle de 2 joueurs. Il parle de Kareem Abdul-Jabbar et de Moses Malone. Et sur Kareem, il dit qu'il a le plus grand respect à la fois pour son jeu et aussi pour la manière dont il se comportait. Tu sais, jamais montrer trop d'émotions, avec certains le trouvaient un peu dédaigneux ou très réservé, mais en tout cas lui il montre tout le respect qu'il avait pour Kareem Abdul-Jabbar. Je suis obligé de penser que cette finale a joué beaucoup aussi. Évidemment, aussi cette finale c'est le début des premiers pépins physiques de Larry Bird qui vont le suivre toute sa carrière. Il n'est pas aussi dominant que sur les années précédentes, Larry Bird. Pourtant l'année suivante quand même ils vont revenir avec Bill Walton, évidemment qui était MVP du côté de Portland des années précédentes, qui arrive et qui est élu meilleur 6e homme de la ligue. Ça quand même c'est assez rare qu'un ancien MVP devienne meilleur 6e homme. Je crois que ça n'a jamais été fait d'ailleurs après Bill Walton. Ils reconstruisent une nouvelle équipe. Bird sort sa saison la plus complète, 26 points, 10 rebonds, plus de 6 passes, presque 7 passes, 3e titre de MVP consécutif, on en parlait tout à l'heure. Collectivement, c'est exceptionnel, c'est 67 victoires, donc c'est peut-être l'une des plus grandes saisons de l'histoire de la franchise. Et en finale, ils retrouvent les Houston Rockets de Olajuwon et Ralph Sampson. Et Boston va gagner 4-2. Bird va être nommé MVP des finales et il va aller chercher un nouveau titre. Et là, il va asseoir encore sa légende finalement. Ouais, et puis cette équipe de 86, elle est légendaire. C'est l'une des toutes meilleures de tous les temps, hein. On peut la classer avec les grandes équipes des Bulls, avec les Warriors de Kevin Durant. Elle est de cet acabit-là, cette équipe des Celtics, parce qu'il y a ce joueur incroyable en Larry Bird et sa capacité à laisser d'autres émerger, et notamment Kevin McHale, qui est injouable toute la saison. C'est vraiment là que s'ouvre ce qu'on a appelé après la salle de torture. En gros, tu donnais la balle à Kevin McHale et il avait un move, un contre-move, etc. Et une des grandes qualités de Larry Bird, c'est ce côté leader, d'avoir été le meilleur joueur indiscutable de son équipe et en même temps d'avoir non seulement laissé d'autres émerger, mais les avoir poussés à émerger. C'est-à-dire qu'il y a un match où Kevin McHale est sur le point et même établit le record du plus grand nombre de points marqués par un Celtics. Et Larry Bird lui dit, mais vas-y, va en mettre plus, quoi. Et Kevin McHale, ça l'intéresse pas beaucoup, quoi. Ouais. Et quelques jours plus tard, c'est Bird qui tape son record, tu vois. Parce qu'il est dans son bouquin, il dit qu'il avait été agacé, tu vois, quelque part, de se dire, mais tu peux aller chercher le record, vas-y, quoi. Vas-y, ouais. Et voilà, donc c'est cette équipe incroyable de 86 qui reste vraiment légendaire. Et tu l'as dit, là, avec le 3e titre de MVP de suite, il devient intouchable. On est en 86, il est donc au sommet de son art, les Celtics sont au sommet de son art, et surtout Larry Bird, il est très fort sur le terrain, mais il est aussi très fort dans la boca. Faut qu'on parle aussi un peu de ce côté trash talker de Larry Bird, parce que c'est ce qui a fait sa légende aussi. On aurait pu faire un épisode entier dédié au trash talk de Larry Bird. Gary Payton lui-même, qui est légendaire, dit que Bird est le king dans l'exercice. J'ai fait un petit florilège de ses meilleurs moments. Est-ce que toi, juste avant, t'en as un en tête que tu kiffes peut-être plus que les autres? Celui avec Chuck Person, le match de Noël, c'est un de mes préférés, je pense. En fait, Larry Bird joue contre Indiana, donc quand même l'équipe de son état natal. Il y a Chuck Person, rifleman, qui est un gros shooter à l'époque. Avant le match, Larry Bird va le voir à l'échauffement et lui dit juste, ouais, j'ai un cadeau pour toi, mais je te le donne tout à l'heure. Donc Chuck Person, il sait pas trop de quoi il s'agit, tout. Le match se passe et à un moment, Larry Bird met un tir à 3 points sur la tête d'un défenseur pendant que Chuck Person est sur le banc et il se retourne et il dit Merry fucking Christmas. Donc, ça, je trouve ça incroyable, tu sais, dans la préméditation du truc, d'être allé le voir d'abord, lui dit j'ai un truc, je te le donne plus tard, et puis d'attendre le bon moment pour sortir la punchline. Je trouve ça incroyable. Moi j'ai noté, alors en 86 face à Dallas, il y a un temps mort, Larry Bird se lève, va vers le banc des Mavs et va expliquer
expliquer mot pour mot le système qui va être mis en place par les Celtics. Et derrière, il va juste faire l'action et rentrer le panier à 3 points. Donc exceptionnel. Il y a face aux Pistons, Dennis Rodman le défend. Il met 4 paniers de suite. Il s'approche du banc de Détroit et il dit à Chuck Daly, c'est qui me défend, Chuck? Il n'y a personne. Tu pourrais trouver quelqu'un de mieux, sinon j'en mets 60. Rodman dira plus tard, j'étais collé à lui et il criait sur ses coéquipiers, je suis ouvert, ça m'a tué. Ça c'est fou quand même d'avoir Dennis Rodman sur du trash talking, c'est quand même assez exceptionnel. Il y a ce fameux match de scrimmage face à une équipe de Team USA jeune qui est incroyable. Hein. Il y a Chris Webber, Grant Hill, et Rodney Rogers, c'est un joueur que j'ai adoré d'ailleurs. Ouais. Et le premier match se passe pas très bien pour les vétérans, pour l'équipe officielle qui va disputer les Jeux Olympiques, puisque finalement ils se font battre par cette jeunesse. Et quand ils rentrent à l'hôtel, les jeunes, ils croisent les anciens qui sont en train de boire une bière tranquille et il y a un petit peu, tu sais, ça se gaze un petit peu, il y a un peu de trash talk. Oui. Et il lui dit, Larry, t'as pas mis un jump shot depuis 84, ouais. Exactement. Et Larry Bird répond rien de spécial, sauf que le lendemain, il se rejoue à l'entraînement et que dès le début du match, Magic alimente Larry Bird en ballon. Genre, il joue 8 ou 9 possessions de suite pendant qu'il est défendu par Rodney Rogers. Et il fait un des trucs préférés de Larry Bird, il l'a fait à d'autres joueurs pendant des matchs officiels, c'est lui dit exactement ce qu'il va faire. Genre, un dribble à droite, pull-up. Un dribble à gauche, reverse, et je vais marquer de l'autre côté du panier, et il lui fait la misère comme c'est pas possible. Et à un moment, il est fatigué, il sort, et en se retournant pour aller enfin même pas sur le banc, pour aller s'allonger sur le bord du côté, il se retourne et dit, on dirait qu'on est en 84, pas vrai? Exceptionnel. Évidemment, en 86, il y a évidemment le concours à 3 points du All-Star Game, comme à chaque fois. Larry Bird se dit toujours meilleur shooter de la ligue, et donc il arrive dans le vestiaire avec les 7 autres concurrents et dit alors qui va finir deuxième aujourd'hui? Larry Bird va gagner évidemment ce concours. L'année suivante, rebelote, Bird est de retour pour le concours et il dit à ses adversaires, je pense que vous pensez tous à la deuxième place car je vais encore gagner celui-ci. Évidemment, il va encore le gagner. Et en 88, il vient défendre une dernière fois son titre, mais cette fois-ci, il dira rien. Il gagnera le concours sans même enlever sa veste de survêtement. Et après, il dira au mec, j'avais rien à dire, il savait déjà que j'allais gagner. Mais évidemment, il est exceptionnel. Je sais pas si t'as un dernier truc de trash talk qui lui est en tête. En fait, pas particulièrement ce que t'as sorti, vraiment, je pense, parmi les meilleurs. Mais ce qui est incroyable avec Bird, c'est que tu sais, aujourd'hui, il y a beaucoup de storytelling. On sait que les joueurs, même pendant leur carrière, même, ils sont en train de préparer la manière dont on va se souvenir d'eux. Et Larry Bird, c'est pas du tout le cas, et ce qui est fou, c'est que tous ces éléments de trash talk, ils ont été corroborés par d'autres sources. Donc c'est pas de la mystique, c'est pas du pipeau, c'est pas la machine NBA qui gonfle les choses, c'est vraiment c'est ça, Larry Legend, quoi. En 90, il y a Craig Hodges qui va gagner le concours à 3 points, et Larry Bird n'y participe même pas, il est sur le banc. Et il lui dit maintenant tu sais où me trouver, et Larry Bird il lui répond ouais au bout du banc des Bulls. donc assez exceptionnel. Enfin voilà, on referme ce chapitre évidemment sur le trash talk qui est évidemment une partie intégrante du profil de Larry Bird. On revient à sa carrière et là ça va commencer à devenir compliqué à partir du moment où il va souffrir du dos. Larry Bird, toute sa fin de carrière et même toute sa carrière, il le dira, il a joué avec un mal de dos atroce. Tu le disais, il était couché au bord des terrains. Il a réussi à être 3 fois MVP. En fait, quand tu prends du recul, c'est assez incroyable qu'il ait réussi à avoir cette carrière avec le dos qu'il avait. C'est incroyable. Et c'est là qu'on voit aussi la manière dont les athlètes de l'époque se préparaient. C'est-à-dire que lui, l'été, en fait, il va courir, il fait du running, il pousse un petit peu de fonte et surtout, il fait des travaux manuels. Et notamment, il refait tout l'avant-garage de chez sa mère et il se défonce le dos comme ça, en fait. Ouais. Et c'est en 85. Et tu as raison de le dire, parce que toute la fin de carrière, finalement, il aurait été handicapé par ce dos douloureux, et on a oublié de le préciser, mais avant d'arriver en NBA, l'été avant d'arriver en NBA, il joue au baseball avec ses frères et il s'explose littéralement le doigt en jouant au baseball, en réceptionnant main d'une balle. Tu sais, son doigt se plie avant que la balle soit arrivée. Les chirurgiens se demandent même ce qu'ils vont pouvoir faire, en fait, parce que le doigt est littéralement explosé. Et même, tu sais, tu parlais de son concours à tir à 3 points où il a sa veste. Moi, l'image que j'ai, c'est qu'il reste avec le doigt tendu et tu vois ce doigt qui est dans un sens pas possible. Et de ses propres dires, en NBA, on n'a jamais vu le shooter qu'était Larry Bird. Il a jamais eu le même tir en NBA que quand il était en jeune. C'est fou ça. Et c'est fou quand tu vois la carrière qu'il a faite. Ça me fait penser un petit peu, tu sais, à Julius Erving, dont on se dit que quand on l'a vu arriver en NBA, finalement ses genoux étaient déjà flingués par les années passées en NBA. Et ces joueurs-là, finalement, on n'a même pas vraiment vu leur prime. En 91-92, c'est sa dernière saison NBA. Il joue que 45 matchs à cause de son dos. Mais le dernier rendez-vous, tu as commencé à en parler. C'est évidemment le rendez-vous avec la Dream Team. J'ai envie que tu nous racontes cette période mythique. Alors évidemment, la plupart des fans de basket connaissent.
jeunesse, mais avec un point de vue de Larry Bird. Il y a ce problème de dos en fait. Et la grande question, et même Larry Bird jusqu'au bout était pas sûr, il a fallu le convaincre. C'est vrai que le fait que Magic y aille, il l'a aussi poussé à vouloir vraiment y aller. Magic qui à ce moment-là avait arrêté sa carrière parce que il avait annoncé sa séropositivité un an avant. Et donc il y a le symbole en fait est trop fort. Bird a envie d'y aller et finit par y aller. Mais moi c'est une image assez forte parce que il y a ces moments où tu vois qu'il peut plus vraiment, mais il y a de la fulgurance sur quelques minutes sur ce qu'a fait l'essentiel de son talent, la vista, l'intelligence de jeu, le sens du collectif, le sens du moment. Et c'est des images très fortes pour moi, tu vois. Et vraiment ce Larry Bird allongé sur le bord du terrain qui donne ce qu'il peut quand il est sur le parquet. Et derrière, il y a des anecdotes. Là aussi, on peut faire 2 épisodes complets sur les anecdotes autour de la Dream Team, sur les beuveries d'après-match où, pour le coup, il n'a pas perdu sa capacité à lever le coude. Il y a plein de trucs cool sur Larry Bird. Mais c'est vrai qu'on va le voir arriver à l'entraînement, à certains entraînements en béquille, donc vraiment avec un dos dans un état minable. Tu le disais, le symbole, ils vont être tous les deux mi-capitaines avec Magic Johnson, donc quand même, c'est un symbole assez fort. Évidemment, les États-Unis vont remporter cette médaille d'or olympique, et même ça, le symbole de leur premier match de rivalité, c'est en 79, Magic Bird. Leur dernier match, c'est un match en commun où ils prennent une médaille d'or en 92. Tu parlais des anecdotes sur cette épopée, t'en as en tête concernant Larry Bird? J'en ai une qui implique Larry Bird, c'est parce qu'en fait, c'est ce moment de 92, c'est un pivot vraiment très important parce que c'est aussi ce qui cimente la montée en puissance de Michael Jordan. Ouais. Et il y a ce fameux match dont souvent qui a été labellisé comme le plus grand match que personne n'a jamais vu. C'est les images de matchs d'entraînement en fait de cette Dream Team. Et Larry Bird qui est blessé sait que Jordan a pris le dessus sur sa génération, et t'as Magic qui s'accroche encore, qui veut pas lâcher le morceau, et finalement il y a ce moment où l'avènement de Jordan est vraiment indiscutable, et où Bird en gros dit à Magic, mais nous notre temps il est passé, maintenant c'est lui quoi. Et donc ça c'est un moment aussi important parce qu'il y a un vrai passage de bâton, et même on connaît la relation très forte entre Jordan et Magic, mais il y avait une relation de respect extrêmement forte aussi entre Bird et Jordan des deux côtés, avec la fameuse phrase de Bird qui dit tôt dans la carrière de Michael Jordan, aujourd'hui j'ai vu Dieu déguisé en Michael Jordan. C'est ça. Et les hommages que Jordan n'a jamais cessé de lui rendre par la suite. Il va terminer donc sa carrière avec l'or autour du cou. Il prend sa retraite, donc 13 saisons, en moyenne 24 points, 10 rebonds, 6 passes, ce qui est exceptionnel. 3 titres de MVP, 2 fois MVP des finales, 12 fois All-Star, Hall of Fame en 98, évidemment, où il est intronisé. Il lâche pas complètement le basket, Larry Bird, en tout cas en tant que joueur, c'est évidemment fini, mais en 97, il reviendra en tant que coach des Pacers. Est-ce que tu te souviens les attentes qu'il y avait autour de Larry Bird en tant que coach? Oui, alors je m'en souviens assez bien. Ce qui est impressionnant, c'est que, alors qu'on l'avait jamais vu coacher, il y a tout de suite un respect je me rappelle pas, tu vois, qu'on a eu des questions. Alors après, il y avait pas autant de place pour les débats à l'époque, mais sur le fait, est-ce qu'il allait être bon? Est-ce qu'on peut arriver comme ça et prendre une équipe qui ambitionne d'être championne? Et tout de suite, il a été très fort. Et ce qui est fou, c'est que Bird, il a un truc que personne d'autre n'a fait, c'est qu'il a été rookie de l'année, il a été MVP des finales, il a été MVP du All-Star Game, il a été coach de l'année et il a été dirigeant de l'année. Ouais. Ça, personne d'autre que lui l'a fait, et à mes yeux, les grands joueurs font rarement des grands coachs. Et c'est l'exception qui confirme la règle dans le cas de Larry Bird. Il est coach de l'année pour sa première saison, tu le disais, en 97-98. Il gagnera jamais de titre en tant que coach, évidemment. Il deviendra dirigeant des Pacers, et tu l'as dit, meilleur dirigeant en 2012. Finalement, il aura peut-être marqué le basket comme très très peu de joueurs l'ont fait. On parle souvent de sa place parmi les meilleurs joueurs de l'histoire, mais dans les joueurs qui ont marqué le basket, il peut être facile dans le top 5, quoi, avec tout ce qu'il a fait autour même du basket. Complètement, et c'est vraiment un joueur à part, tu sais, parce qu'il y a un petit peu ce paradoxe de joueur très fort en bouche, comme tu l'as dit à plusieurs reprises, et en même temps assez secret. On connaît peu de choses de sa vie. Une manière d'avoir un jeu qui est flamboyant, mais en même temps, tu sens qu'il a jamais vraiment la volonté de se mettre en avant. En gros, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui a voulu laisser son jeu parler, et puis des fois, s'il pouvait rajouter une punchline, il s'en privait pas. Donc c'est vraiment un personnage à part, et clairement l'un des personnages les plus marquants du basket de ces plus de 40 dernières années.
On fait comme d'habitude pour finir les épisodes de Double Team. On est déjà à la fin, c'était déjà passionnant, mais il y a encore des petites questions pêle-mêle comme d'habitude. Si je te demande son meilleur match en carrière, est-ce qu'il y en a un qui te vient comme ça en tête ? Alors, j'en ai deux qui me viendront en tête. Il y en a un où il met 60 points contre les Hawks, ouais. À tel point que ces paniers sont tellement dingues qu'il y a des joueurs du banc des Hawks qui tombent par terre et qui célèbrent et qui derrière se sont pris une amende parce que les images sont revenues. Voilà, il y a ça. Et la même saison, un peu plus tôt dans la saison, il y a un triple-double à Utah où il termine avec plus de 30 points, plus de 10 rebonds, plus de 10 passes, et il a 9 interceptions, et son coach lui dit mais tu restes sur le terrain. Il fait ça en une trentaine de minutes, il dit mais reste sur le terrain, tu peux aller chercher le quadruple-double, et il sort en disant non, je l'aurais déjà fait assez mal comme ça. Donc c'est peut-être les deux des matchs qui me restent en tête. Est-ce que tu as, sur Larry Bird, il n'y en a pas beaucoup, mais un souvenir un peu mauvais de Larry Bird? Mauvais, c'est dur parce qu'en fait ce qui est marquant pour Larry Bird, pour moi en tout cas, c'est que tu sais, j'ai vu la fin, ouais. Et donc j'ai ce mélange j'ai pu le voir sur la fin et me figurer du talent qui avait été le sien dans son prime, et puis toutes les histoires que j'ai pu lire, ouais. C'est pour ça que c'est un de mes joueurs préférés, parce que je suis à mi-chemin entre l'avoir vu en vrai et le mythe un petit peu que tu te crées quand t'es un fan de basket sur des gens que t'as pas vu jouer. Mais j'ai pas vraiment de souvenirs mauvais. Il y a un peu particulier dont on n'a pas parlé, c'est que c'est un joueur qu'il fallait pas trop venir chercher, donc il y a eu des bassons, il y en a eu pas mal avec Larry Bird. Il y en a eu, lui et Barclay, lui et les Lakers. Il y a une image hyper marquante où Julius Erving et lui se tiennent par la gorge. Donc c'était, il y avait aussi. Mais t'as raison de le dire, c'était un joueur respecté aussi parce que si tu venais le chercher, il pouvait avoir des bagarres. Il a jamais hésité à mettre des coups, Larry Bird. Avec les Pistons, Bill Laimbeer. D'ailleurs, Bill Laimbeer à qui aujourd'hui encore il refuse de serrer la main. Ouais. Voilà, c'est fou, ouais. Non, c'était un cogneur, Larry Bird, et parfois tu te fais respecter aussi comme ça, surtout dans la ligue de l'époque, et tout ce que ça représentait. Tu l'associes à quel joueur en premier, Larry Bird? Tu veux dire de en son coéquipier époque ou... en coéquipier, ouais. Je vais dire Kevin McHale, mais ce serait Kevin McHale et Robert Parrish, ce seraient les trois probablement. Oui, parce que sinon ça aurait été Magic Johnson évidemment, en dehors dans la ligue. Quel coach pour toi? Casey Jones, je dirais. Casey Jones, avec qui il remporte la majorité de ses titres. La franchise, pas besoin de se poser la question. Quelle trace il aura laissé dans l'histoire, Larry Bird, et où tu le places dans l'histoire? Ça, c'est extrêmement dur. Hein. La question des classements all-time, elle est très dure. Je reviens un petit peu sur ce que je disais tout à l'heure. C'est un joueur qui aurait été exceptionnel dans la NBA moderne. C'est-à-dire qu'il faut regarder ses pourcentages en imaginant qu'à l'époque, il n'y avait pas de ligne à 3 points. Donc, tu grandis pas en essayant de tirer loin. Quoi. S'il avait grandi aujourd'hui en tirant de loin très tôt, ses pourcentages auraient été encore plus exceptionnels, je pense, notamment à 3 points, même s'ils sont très bons pour l'époque. Moi, je pense que c'est un joueur il faudrait revoir avec les joueurs modernes, mais c'est un joueur qui est top 5 ou bord du top 5, pas au-delà, je pense. C'est le plus grand joueur des Celtics, ou tu mets Bill Russell devant, ou un autre? C'est tellement dur. Je vais laisser Bill Russell malgré tout, parce que les titres et puis les combats aussi, ce qu'il a représenté pour Boston, pour les Celtics et pour les athlètes afro-américains à son époque, je vais le laisser devant. Mais malgré tout, je pense que le joueur qui a le plus marqué les mémoires, parce qu'il a pu bénéficier aussi de la médiatisation de la NBA, ce qui n'était pas le cas de Bill Russell, je pense que c'est Larry Bird. Très bien. Bon, on a fait le tour en tout cas autour de Larry Bird. C'était très complet. Merci à toi. Avec plaisir. Et si jamais, alors, il a été tout vendu. Hein. Il y a plus de stock, mais vous allez remettre du stock, tu m'as dit, dans l'année? Non, on le rééditera certainement. Tu sais, ce qu'on fait souvent, c'est qu'on refait en rajoutant des articles. Donc celui sur Boston, c'est à peu près sûr qu'on le fera à un moment. Je sais pas quand précisément, mais ça arrivera. Bon, donc une réédition prochainement. Et il y en a un que vous allez rééditionner très très prochainement, c'est les Knicks. Ça pour le coup. Je crois qu'ils ont été champions, c'est ça? C'est ça. A priori, ils ont été champions. A priori, ça arrive une fois tous les 53 ans, donc il fallait marquer le coup. Et oui, c'est notre numéro sur New York, on l'avait déjà réédité. Et là, on va le ressortir à nouveau avec encore plus de pages. En gros, ça va être une brique. Hein. Il va faire plus de 350 pages. Ça va être. On va essayer de faire la Bible indiscutable du basket new-yorkais. Et oui, ça, c'est déjà en précommande, parce que ça sortira fin août. Mais vous pouvez le précommander dès maintenant pour être sûr de réserver votre numéro.
et je pense que ça va être un sacré pavé. Combien de pages de Erwan dans ce bouquin? Il a des choses à dire. Hein. Il était déjà bien présent, je vais renvoyer des questions en plus, donc ça dépendra de ce qu'il m'envoie dans les jours qui viennent. Bon, très bien. Merci Théo en tout cas pour cet épisode. Merci à vous qui êtes de plus en plus nombreux. N'hésitez pas à vous mettre un petit pouce, vous mettez un petit boost aussi sur YouTube et vous mettez 5 étoiles si vous écoutez ça en podcast. Beaucoup écoutent en podcast. Et puis d'autres épisodes de Double Team vont arriver cet été. Plein de vidéos évidemment de l'été du côté de First Team, les joueurs qu'on attend, les équipes qu'on attend. Bref, plein de choses à se mettre sous la dent pour ces vacances. Et puis toi, je vais te laisser aller bronzer un peu. Cool, ouais, j'y suis pas encore, mais bientôt. Bientôt, bientôt, ouais. C'est dans très bientôt. Va souffler un peu. Souffler un peu. Allez, merci tout le monde et on se retrouve très bientôt sur First Team.